C'est désormais une certitude. Emmanuel Macron s'est lancé dans la course à sa réélection. Et on ne peut plus analyser ses actes politiques sans avoir ce facteur à l'esprit. Il engage la bataille alors que son parti, La République En Marche, est au plus mal et qu'on le sent désireux de le faire muter ou alors de lui substituer une nouvelle machine électorale. À l'Élysée aussi, les choses bougent. Mon invité, Aurore Gorius, journaliste pour le site lesjours.fr, observe ces mouvements très révélateurs. Si elle peut le faire, si elle a le temps pour enquêter en toute indépendance sur les rouages du pouvoir, c'est parce que son média, lesjours.fr, qui est en ce moment en pleine campagne de recrutement d'abonnés, le lui permet. Bonjour Aurore. Alors, les jours fonctionnent un peu comme un Netflix du journalisme, avec des séries thématiques d'articles qui s'étalent au cours de saisons. Et là, c'est le début de la saison 3 pour ta série Les Conseillers. Dans le premier épisode, tu parles notamment des conseillers qui quittent l'Élysée, des conseillers qui entrent à l'Élysée. Et tu estimes que ce jeu de chaises musicales a un sens profondément politique. Ben oui, en fait, quand on observe les coulisses du pouvoir et les entourages ministériels, ça dit toujours beaucoup de choses du pouvoir en place. Donc c'est pour ça qu'au jour, on avait décidé de raconter un peu la politique autrement et d'observer la constitution des cabinets ministériels dès l'élection d'Emmanuel Macron. Et à l'époque, ça disait déjà plein de choses du pouvoir, du nouveau pouvoir macroniste, notamment pas mal de conseillers qui venaient du privé ou qui avaient été lobbyistes par le passé. Et puis donc là, on en est à la 3e saison. Donc il y a une 2e saison qui racontait la période des Gilets jaunes et la remise en cause par le mouvement des Gilets jaunes, des élites, de la haute fonction publique, avec Emmanuel Macron qui dit même qu'on va supprimer l'ENA. Donc tout ce récit-là de la haute fonction publique et des coulisses, du coup, de l'administration française. Et là, la 3e saison, évidemment, c'est comment Emmanuel Macron, depuis la nomination d'un nouveau Premier ministre et d'un nouveau gouvernement, se prépare d'une certaine façon déjà pour la fin de son quinquennat et aussi pour la future campagne présidentielle qui démarrera dans un an. Enfin, on sera en plein dedans dans un an, en fait, déjà. Effectivement, là, on a vu donc arriver un Premier ministre qui lui-même a été conseillé par le passé, notre secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy, donc Jean Castex. En plus, on a vu aussi d'autres ministres comme Roselyne Bachelot qui ont été ministres sous Nicolas Sarkozy. Et il y a aussi, évidemment, des conseillers ministériels qui eux-mêmes ont officié sous Nicolas Sarkozy aussi. Donc on voit bien que là, il y a un jeu de chaises musicales où on voit des conseillers sarkozystes arriver, on voit un discours d'Emmanuel Macron qui se positionne sur le séparatisme, la sécurité, et en même temps, on voit à l'Élysée des conseillers plutôt de centre-gauche qui sont en train de partir. Par exemple, le conseiller en com, Philippe Grandjean, qui est arrivé en plein milieu de la crise des Gilets jaunes, pour essayer de travailler à renouer avec les corps intermédiaires. Donc c'est un conseiller en com qui a longtemps, enfin qui est passé par la CFDT, qui est plutôt de centre-gauche, et qui là est en train de faire ses valises. On voit aussi la conseillère Anne de Bézère aussi qui est en train de partir, faire ses bagages. Donc effectivement, on a comme ça un jeu de chaises musicales qui avait d'ailleurs déjà eu lieu au printemps 2019, où on avait vu là des conseillers historiques comme Ismaël Émilien partir, un peu décontenancés par le mouvement des Gilets jaunes, ne trouvant pas vraiment la réponse ni la parade. Et Philippe Grandjean, qui est arrivé à ce moment-là, précisément pour essayer de renouer le dialogue avec les corps intermédiaires, essayer de casser un peu la verticalité élyséenne en tant que conseiller politique, là, il est en train de partir. Donc effectivement, la nouvelle physionomie des cabinets ministériels raconte une évolution de ce pouvoir. Alors, Philippe Grandjean, donc centre-gauche, ex-CFDT, s'en va. Anne de Bézère, chargée des affaires sociales, s'en va aussi. Et il y a une sorte de retour en grâce de Bruno Roger Petit que tu décris. Qui est Bruno Roger Petit ? Oui, alors Bruno Roger Petit est une personne qui fait les discours, tous les écrits de l'Élysée, notamment quand il y a des décès. Il a été longtemps placardisé et puis il est revenu là, semble-t-il, un peu au centre du jeu. C'est un ancien journaliste. C'est un ancien journaliste qui a pendant longtemps été un fervent promoteur de François Mitterrand. Il a toujours affiché
son admiration pour François Mitterrand. Par contre, il a toujours aussi voulu jouer ce rôle de conseiller du pouvoir. Bon, il est rentré à l'Élysée, ça a été un peu compliqué pour lui. Mais là, oui, il est revenu visiblement un peu plus en grâce. Il a joué le rôle d'intermédiaire. Le Monde avait révélé qu'il avait joué le rôle d'intermédiaire pour que Emmanuel Macron rencontre certains journalistes de Valeurs Actuelles, que lui-même appréciait. Donc c'est un peu loin de son positionnement de départ, mais en tout cas c'est ce qui s'est passé. Et oui, alors il y a lui, mais il y a d'autres personnes aussi. On peut parler de quelqu'un comme... alors il y a des conseillers qui sont partis, mais qui sont toujours dans l'entourage d'Emmanuel Macron, qui sont toujours en contact avec lui. Je pense à Sylvain Faure, par exemple, qui a été sa plume pendant la campagne, qui a été aussi à l'Élysée, qui était à un moment donné en charge de sa communication. Il n'est pas resté longtemps. Alors lui-même, d'ailleurs, avait... participé à un groupe qui préparait la réélection de Nicolas Sarkozy en 2012. Donc pareil, c'est quelqu'un qui avait fait pas mal d'allers-retours, hein, qui n'est pas non plus, lui, issu de la gauche. Voilà. Il est toujours en contact avec l'entourage élyséen, avec Emmanuel Macron. Il y a comme ça une espèce de recomposition avec d'anciens conseillers qui sont toujours un peu là. Ismaël Emelien, qui est parti, qui était son conseiller spécial. Ismaël Emelien est parti donc, en mars 2019 à cause beaucoup de l'affaire Benalla et aussi d'une certaine usure du pouvoir, sans doute. Ismaël Emelien, lui, parle toujours, dialogue toujours avec Emmanuel Macron. Il y a un certain nombre de personnes qui gravitent et puis à l'intérieur, on voit bien quand même que c'est plutôt une ligne plus droitière qui a pris le dessus, à la fois au gouvernement, mais aussi dans les cabinets. Comment comprendre, disons, l'appétence, si on peut dire, en tout cas l'attirance d'Emmanuel Macron pour des membres de la Sarkozy? Est-ce que ça signifie des liens qui vont au-delà du politique, notamment des réseaux qui s'entrecroisent, qui s'entrechoquent? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi Macron, saison 2 ou saison 3, je ne sais pas, veut absolument fonctionner, marcher avec les sarkozystes? Oui, il y a bien sûr une part de calcul politique, évidemment, hein, d'aller braconner sur le terrain de la droite, qui, alors à gauche, il a été élu beaucoup avec les voix socialistes, et puis il s'en est progressivement éloigné quand même. C'est une constante de son quinquennat, enfin de ce début de mandat, de la première moitié de son mandat. Là, il a des discours, il va faire un discours vendredi, le 2 octobre, sur le séparatisme. Donc il est sur des thématiques plus droitières, très sarkozystes. On se souvient de Nicolas Sarkozy parler de l'identité nationale à la fin de son quinquennat, faire sa campagne de réélection là-dessus. Donc il doit avoir l'impression que c'est quelque chose qui peut avoir un écho, qui peut aussi couper l'herbe sous le pied de la droite. Donc c'est un repositionnement politique qui passe par des nominations. Donc c'est là où ça devient... Alors il y a les mots du président, et puis il y a aussi les nominations. Et c'est là où ça devient intéressant de voir que ça se traduit par des nominations de ministres, mais aussi Jean Castex qui recrute Camille Pascal, un ancien conseiller sarkozyste qui devient sa plume. Donc voilà, dans le gouvernement, il y a un mouvement de conseillers, de ministres sarkozystes qui sont arrivés. Et qu'est-ce qu'il en pense, Nicolas Sarkozy? Nicolas Sarkozy a un positionnement visiblement, alors c'est compliqué de savoir ce qu'il en pense vraiment. Lui dit qu'il ne veut pas revenir en politique. Maintenant, on sait que les animaux politiques, s'ils ont une brèche pour s'engouffrer, en général, ne la loupent pas non plus. Donc, c'est son discours, mais est-ce que c'est vrai? Et surtout, on l'a vu s'afficher avec Emmanuel Macron. Il y a toujours eu un espèce de storytelling depuis le début du quinquennat, comme quoi Nicolas Sarkozy dialoguait avec Emmanuel Macron. On les a vus s'afficher un petit peu. Donc, en fait, Emmanuel Macron, dans son... et de gauche et de droite, etc. Il a toujours essayé de préserver ces deux piliers. Et là, un peu à gauche, un peu à droite. Et là, on voit bien que ça tire plutôt à droite, quoi, sur la fin du quinquennat. Donc, tu as parlé de la question de ce qu'ils appellent le régalien, c'est-à-dire tous les thèmes droitiers, l'identité nationale, le séparatisme, etc. Et tu disais qu'en cela, il imitait Nicolas Sarkozy. Mais on a bien vu que François Hollande aussi est allé... disons, braconné sur ses terres, en tout cas avec Manuel Valls. Il a essayé de droitiser son discours avec la nationalité, les questions de nationalité, d'échéance de nationalité, etc. Finalement, Sarkozy, Hollande et Macron finissent leur mandat en se droitisant, en utilisant le fameux mot régalien. Est-ce que finalement, c'est pas qu'ils n'ont rien à proposer, qu'ils n'ont pas de politique économique nouvelle à proposer aux Français, et donc forcément, on les paye de mots avec
Pas forcément. Là, on voit que quand même, après la crise du Covid, il y a une politique économique qui a été lancée, un plan de relance. Alors après, on peut en discuter, mais il y a un traitement de ce qu'on traverse là avec la pandémie. Après, c'est vrai que c'est des thématiques électoralement parlant qui sont fortes, qui sont reprises. Donc oui, mais c'est vraiment à double tranchant parce qu'on se souvient que François Hollande, quand il lance des chances de nationalité, ça crée vraiment une fracture au sein du PS. Et le PS, en plus après avec la loi travail, a été fracturé jusqu'à la fin du quinquennat. Et voilà, et ça lui a peut-être que ça a beaucoup contribué dans le fait qu'il ne se représente pas. À voir si pour Emmanuel Macron ce sera plus payant comme calcul, mais il faut se souvenir que Nicolas Sarkozy, quand il fait sa campagne de réélection sur ces thématiques-là, en 2012, il perd. Et c'est François Hollande qui gagne. Donc est-ce que c'est vraiment payant électoralement, ou est-ce que Emmanuel Macron... Tu crois peut-être que c'est une des grandes croyances de la classe politique? Peut-être. En tout cas, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres éléments qui montrent que Emmanuel Macron cherche finalement à faire en sorte que les choses soient un peu en ordre de marche pour la réélection. C'est-à-dire que déjà la nomination de Jean Castex en elle-même, on voit qu'il essaye d'avoir une proximité un peu plus forte avec ce qu'on appelle maintenant les territoires. Hein. Il a beaucoup été accusé d'être trop vertical, de regarder les gens d'en haut, etc. Donc il a essayé de mettre ce Premier ministre-là. Et puis, en même temps, il a essayé de mettre des personnalités aussi un peu plus fortes parce que Éric Dupond-Moretti ou Roselyne Bachelot, qu'on voit d'ailleurs pas beaucoup, mais sont des personnalités plus médiatiques alors qu'il avait constitué des gouvernements avec des personnalités plus effacées, assez technocrates, voilà. Et en même temps, il cherche à les contrôler. Ça, c'est quelque chose que fait Emmanuel Macron avec beaucoup d'applications. Par exemple, tu expliques qu'il est hyper contrôlant, qu'il va jusqu'à s'ingérer dans la constitution des cabinets, à Matignon comme dans les ministères, pour imposer ses proches, pour surveiller ses ministres et son Premier ministre, au point que Lionel Jospin le remarque et il lui fait la leçon. Oui, alors c'est un peu une tentation quand même de tous les présidents hein, de savoir ce qui se passe à Matignon, puisqu'on est dans cette configuration institutionnelle très propre à la Ve République où il y a un exécutif bicéphale, donc il y a toujours une concurrence. Tout remonte à l'Élysée, mais celui qui fait, c'est quand même le Premier ministre, donc c'est compliqué. Alors il y a toujours eu cette tendance, mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron est arrivé déjà en 2017, il avait essayé d'imposer le directeur de cabinet, donc c'est le plus haut personnage du cabinet hein, d'un ministre, le directeur de cabinet d'Édouard Philippe lui-même. Il avait essayé d'imposer Nicolas Revel, qui est un de ses amis, puisqu'ils ont été ensemble secrétaires généraux adjoints de l'Élysée au même moment. Ils se connaissent bien, ils sont amis. Donc il avait essayé de l'imposer auprès d'Édouard Philippe. Ça n'avait pas marché. Édouard Philippe avait recruté son propre directeur de cabinet, Benoît Ribadeau-Dumas, voilà. Et là, il a réussi à imposer ce même Nicolas Revel à Jean Castex. Donc il a effectivement une vigie à Matignon, très clairement. Hein. Jean Castex est un petit peu quand même sous le contrôle de l'Élysée. Et puis il a placé comme ça d'autres conseillers proches dans d'autres cabinets. Par exemple, le chef de cabinet d'Éric Dupond-Moretti, qui lui-même n'est pas un politique, hein, c'est un avocat, il n'a pas d'expérience politique, il n'a pas d'expérience ministérielle. Son chef de cabinet, Jean Gabory, est l'ancien chef de cabinet adjoint d'Emmanuel Macron. Donc, chef de cabinet, c'est celui qui gère les agendas et donc évidemment qui est au plus près de ce que fait le ministre. Donc c'est aussi une espèce de vigie, voire de tour de contrôle collé à Éric Dupond-Moretti. Emmanuel Macron a pas mal fait ça dans la constitution de ce nouveau cabinet ministériel. Et c'est vrai que Lionel Jospin l'avait un petit peu houspillé sur Lionel Jospin qui a écrit un livre qui critique beaucoup la gouvernance et le style de pouvoir d'Emmanuel Macron. Et il avait dit aussi que même François Mitterrand n'avait pas été aussi interventionniste dans la constitution des cabinets ministériels de ses propres ministres. Voilà, il avait un petit peu allumé. Donc Macron impose à Dupond-Moretti un chef de cabinet. Par ailleurs, on se rend compte que Charlotte Bilger, conseillère chargée des bonnes pratiques, elle est nommée et 3 jours après, elle est remerciée. Et il se trouve que, il y a des raisons de penser que... Oui, elle avait eu, alors c'est une magistrate qui avait dû gérer le dossier de François Bayrou, enfin le dossier qui concerne François Bayrou, des emplois présumés fictifs du MoDem. Au Parlement européen. Le MoDem est suspecté d'avoir fait des emplois fictifs au Parlement européen auprès de députés européens pour rémunérer en fait des permanents du parti. Et cette magistrate
affaire à ce dossier, s'en est occupé pendant un certain nombre de mois. Et quand Éric Dupond-Moretti a voulu la nommer à son cabinet, effectivement, au bout de 3 jours, elle a été retoquée. Et visiblement, Éric Dupond-Moretti a eu très peu de choses à dire sur la constitution de son propre cabinet. Il a réussi à nommer très peu de gens dans son entourage. Beaucoup de gens lui ont été fortement conseillés. Donc c'est un ministre qui est quand même bien placé sous tutelle de l'Élysée. Est-ce qu'il faut y voir, notamment dans ce départ de Charlotte Bilger, la patte, en tout cas l'influence de François Bayrou qui semble revenir au premier plan? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que François Bayrou, en fait, l'entourage d'Emmanuel Macron le dit assez ouvertement. François Bayrou, qui a quitté le gouvernement donc à cause de cette affaire d'emploi fictif au Modem, il a quitté le gouvernement en juin 2017, alors qu'il avait été nommé garde des Sceaux. Et depuis cette date-là, il faut se rappeler que François Bayrou avait, dans la présidentielle, dans l'entre-deux tours, François Bayrou avait poussé Emmanuel Macron et s'était rangé derrière lui. Bon. Donc il lui avait apporté ses voix centristes. Et ensuite, il avait été nommé au gouvernement, il a dû démissionner, et vraisemblablement, il n'a jamais perdu le contact avec Emmanuel Macron. Il a toujours été un conseiller officieux, des coups de téléphone, ce genre de choses. Et là, il revient au centre du jeu puisqu'il a été nommé haut commissaire au plan. Alors, au centre du jeu, c'est peut-être un peu ambitieux comme formule parce qu'on ne sait pas encore exactement, comme haut commissaire au plan, quelle équipe il aura, quels moyens il aura. Il a dit plein de choses, François Bayrou. Il a dit qu'il allait être en partie dans son fief, avoir une équipe dans son fief et en même temps à Paris. Il a dit qu'il avait juste l'ambition d'avoir un pouvoir d'influence. Bref, on ne sait pas trop exactement. Je ne suis pas sûre qu'il le sache lui-même, quelle marge de manœuvre il aura. Mais quelque part, au-delà du programmatique, des jeux, dans le cadre des jeux politiciens, peut-être que François Bayrou, qui a été donc un des artisans du succès de 2017, revient pour travailler à un autre succès de 2022. Le 2017 était un peu le centre-gauche plus le centre, et peut-être 2022 sera le centre-droit plus la droite. Peut-être. Et alors, ce qu'on peut aussi anticiper, c'est que, en fait, le Haut Commissariat au Plan va absorber France Stratégie, une entité qui avait travaillé à la constitution du programme d'Emmanuel Macron. Et là, on peut imaginer que François Bayrou aura peut-être aussi ce rôle-là, c'est-à-dire de réfléchir en se projetant à quelques années en avant, en faisant de l'anticipation, etc. D'essayer de peut-être bâtir un projet ou de contribuer à bâtir un nouveau projet pour Emmanuel Macron en vue de la campagne présidentielle. Donc il jouera peut-être aussi ce rôle-là, François Bayrou. Tu expliques aussi que Macron, qui voulait disrupter les anciennes pratiques, fait comme les autres en plaçant ses proches dans la haute administration, notamment dans le corps préfectoral. Oui, voilà. Alors, c'est vrai qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en disant on va disrupter avec cette image de président jeune qui va changer les pratiques. Alors, déjà, d'une part, il avait dit on va réduire les cabinets ministériels. Donc, c'est ce qui avait été appliqué sous Édouard Philippe. Et puis, en fait, sous Jean Castex, les seuils ont été relevés parce que le nombre de conseillers dans l'entourage des ministres était plafonné. Mais en fait, beaucoup de cabinets ministériels se sont trouvés en burn-out. Enfin, beaucoup, en tout cas, un certain nombre étaient surchargés. Donc du coup, ils ont augmenté les seuils. Donc déjà, cette mini-révolution n'a pas vraiment eu lieu, en tout cas. Elle a été revue, elle a été gommée. Et effectivement, la pratique du pouvoir la pratique des pouvoirs successifs qui consiste à replacer, à recaser des fidèles dans la haute administration, elle perdure. Enfin, Emmanuel Macron fait comme ses prédécesseurs, c'est-à-dire qu'il a recasé des conseillers fidèles. Son conseiller sécurité, Laurent Autiot, est devenu préfet des Hauts-de-Seine. Il a été nommé préfet des Hauts-de-Seine, là, tout récemment, en septembre. D'ailleurs, beaucoup de recasages, comme assez souvent dans le corps préfectoral. Son ancien conseiller en com qui vient de partir, Joseph Zimet, devient préfet de la Haute-Marne. Donc voilà, il y a sa conseillère santé qui était partie, Mediapart avait révélé que elle était partie 1 mois avant l'arrivée de la pandémie en France. Et elle a été recasée comme représentante permanente du Conseil de l'Europe. Donc pareil, c'est vraiment un recasage. Hein. Donc cette pratique-là aussi perdure sous Emmanuel Macron. Et la fameuse disruption du pouvoir, on ne la voit pas vraiment. En fait, Emmanuel Macron gouverne comme ses prédécesseurs.
Est-ce une manière donc de rester, de laisser une trace au cas où il serait obligé de partir, perdant la présidentielle 2022, de maintenir un réseau au cœur de l'État? En tout cas, ça lui permet d'asseoir son pouvoir encore un peu plus. La préfectorale, c'est aussi c'est l'État dans les régions, c'est l'État dans les territoires, comme on dit maintenant. Donc ça assoit aussi un pouvoir d'avoir des relais dans la préfectorale, chose qu'avait très peu Emmanuel Macron quand il est arrivé, puisqu'il était tout jeune président, il avait une équipe très réduite, il a gagné avec une toute petite équipe de conseillers, qui maintenant d'ailleurs sont très dispatchés. Et donc là maintenant, c'est vrai qu'en ayant été au plus haut sommet de l'État pendant déjà quasiment 4 ans, il a autour de lui des hauts fonctionnaires qui font partie de ses fidèles. Et donc c'est une façon aussi d'asseoir son pouvoir encore un peu plus. Alors merci Aurore. Avant qu'on se quitte, dis-nous 2 mots sur la campagne d'abonnement que lesjours.fr a lancée. Eh ben, nous, on est un site que sur abonnement, on est totalement payant et depuis 4 ans maintenant, un peu plus de 4 ans même, on fait l'actualité en série, on raconte en série un tas de sujets, que ce soit sur les coulisses du pouvoir, mais aussi... Très très passionnant. Merci. Sur des faits divers, sur l'environnement, enfin, on a plein de séries passionnantes et donc on a lancé une campagne de recrutement d'abonnés, effectivement, qui se termine le 2 novembre. On essaye toujours d'avoir des narrations au long cours, avec des personnages, des lieux, d'être vraiment sur les sujets quand les autres n'y sont plus. Par exemple, on a fait une série là, sur une Française qui a disparu au Japon il y a 2 ans, Tiffaine Véron. Et c'est un récit en 7 épisodes déjà, que personne d'autre n'a raconté. On a une journaliste qui a enquêté là-bas, au Japon, pendant plusieurs mois. Bref, on a plein de séries passionnantes. Et on est dans une période où tout le monde cherche des abonnés, mais nous aussi. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. On s'appelle lesjours.fr et on a une campagne, on a déjà pas mal d'abonnés, mais pour être à l'équilibre, ce qui permet... évidemment, d'être plus serein sur son avenir, on en a besoin encore d'un peu plus. Merci. Merci.